Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire La propriété intellectuelle dans les projets européens. Donc là aujourd'hui on va aborder ces sujets-là qui sont remontés en fait comme besoins et marques d'intérêt du réseau que l'on accompagne des chargés de projets Europe et des personnes liées à la propriété intellectuelle. Donc, je suis Émilie Marcelet, je suis chargée de projet Europe et innovation chez HDFiD, qui est l'agence régionale d'innovation. Je suis également experte propriété intellectuelle et innovation pour le réseau Enterprise Europe Network, que je présenterai tout à l'heure dans les services, et ambassadrice du European IPL Desk, qui est donc également un autre réseau européen spécialisé sur ces questions de propriété intellectuelle dans les projets européens et qui m'a permis notamment de faire pas mal de contenu pour les slides d'aujourd'hui. J'aurai également le plaisir d'accueillir Sonia Kaimitz, la déléguée régionale INPI Hauts-de-France, qui présentera les services experts de l'INPI pour ces sujets. En termes de modalités techniques, vous pouvez poser vos questions en direct via l'onglet questions, répondez au sondage, donc c'est dans l'onglet sondage, et vous pouvez discuter entre participants dans le chat. Et vous aurez le replay immédiatement disponible juste après la session. Et comme nous avons les participants, nous pourrons vous envoyer la présentation PDF ainsi qu'un petit guide pratique sur le sujet. Donc là, avant d'aborder les questions et enjeux de ce webinaire, je voulais un petit peu cadrer les choses par rapport à ce sujet. Donc c'est vrai qu'on a pris le parti de s'adresser vraiment aux porteurs de projets, aux accompagnateurs de porteurs de projets, notamment Horizon Europe de la région de France et d'ailleurs. Donc on est du coup sur, et c'est effectivement le cas dans tous les participants, sur une cible de personnes qui s'y connaissent un peu en projet européen et en propriété industrielle. Du coup, je ne vais pas répéter ce que c'est qu'Horizon Europe ou la propriété industrielle sur les questions un petit peu basiques. Mais n'hésitez pas néanmoins quand même à les poser. On pourra peut-être y répondre peut-être ultérieurement si vous avez des sujets. Donc, on va être quand même sur un sujet assez spécifique pour comprendre comment protéger ce qu'on apporte dans un projet collaboratif européen. Donc, on se place vraiment dans ce cadre. Donc, pour d'autres sujets, évidemment, il y a d'autres webinaires. Et je m'excuse également par avance, puisque dans ce milieu-là, on utilise pas mal de jargon, de mots en anglais, d'acronymes. Je vais évidemment les expliquer, mais c'est dur de faire un petit peu sans tous ces acronymes. Donc, ça fait partie des projets européens, malheureusement. Donc, les enjeux, ça va être comment protéger ce que j'apporte dans un projet collaboratif européen. On voit bien aussi que ça peut être une peur aussi, un frein pour certaines personnes. Qu'est-ce qui va être demandé par la Commission européenne justement sur ces aspects propriété intellectuelle? Comment les partenaires d'un projet vont se mettre d'accord sur la propriété des résultats, leur diffusion, leur exploitation? Et quels outils sont disponibles pour se faire aider justement sur ces questions qui sont assez complexes? C'est l'enjeu du webinaire d'aujourd'hui qui devrait durer donc 1 heure et demie. On va tout d'abord revoir un petit peu le schéma le schéma en fait proposé par Horizon Europe. Il parle de Pathway to Impact. J'ai laissé volontairement en anglais puisque en fait c'est une sorte de parcours pour arriver à un impact de projet de R&D financé. Donc, ce qui est commun un petit peu à tous les projets d'Horizon Europe, quelle que soit la thématique, c'est que les résultats scientifiques du projet ou des résultats plutôt pratiques vont être également activés par des activités horizontales, donc transversales, qui vont concerner la communication, la dissémination, ou la diffusion en français, mais dissémination c'est encore un petit peu différent, on va le voir tout à l'heure, l'exploitation des résultats, tout ce qui va être open data, open access, et le management de l'API. Tout ça pour aboutir justement à plus d'impact du projet par la suite. Donc en termes de programme de travail, quand on monte une proposition Horizon Europe, on doit expliquer sa stratégie, et notamment sa stratégie de propriété intellectuelle. On doit tout mettre dans un plan de travail, c'est vraiment une gestion de projet, on doit décrire toutes les activités qu'on va mener dans le cadre du consortium, donc du groupe de projets, durant l'activité des projets. On doit prévoir déjà un petit peu les résultats auxquels on va aboutir. Derrière ces résultats, la commission parle d'outcome, donc ce qu'on pourrait traduire en français par aboutissement. Donc c'est au-delà un petit peu des résultats purs du projet. C'est ce qui va vraiment permettre de faire changer les choses
dans une technologie, sur un marché, et tout ça va aboutir à ces fameux impacts. Donc c'est vraiment très important dans Horizon Europe. On a vu vraiment la différence avec les programmes précédents d'innovation et de recherche. Donc tout est mis en place pour arriver à cet impact, et du coup la propriété intellectuelle est d'autant plus importante pour atteindre ces résultats. C'est pour ça qu'on fait ce webinaire aujourd'hui. Par contre, pour cadrer également, je n'aborderai pas les questions d'open data et d'open access qui doivent faire l'objet d'un webinaire à part entière. C'est aussi des sujets très intéressants et assez complexes à expliquer. Mais il y a d'autres webinaires qui existent et ça pourrait faire l'objet d'une autre entrevue. Donc on va tout d'abord voir les définitions sur justement communication, dissémination et exploitation. La communication par rapport à un projet européen. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est les mesures de communication qui doivent promouvoir le projet tout au long de sa durée. L'objectif est d'informer et d'atteindre la société et de montrer les activités réalisées, ainsi que l'utilisation et les avantages que le projet aura pour les citoyens. Donc là, on a de la communication de projet et éventuellement de certains résultats du projet, mais pour les citoyens. Dans la dissémination ou la diffusion des résultats, là, on va être beaucoup plus ciblé. Ce qui est attendu par la Commission, c'est qu'on sache déjà, au moment de la proposition, vers qui on va promouvoir ces résultats de projet, qui pourrait les utiliser, et on va utiliser tous les moyens appropriés, autres que ceux résultant de la protection de l'exploitation des résultats. Là, en clair, c'est juste pas parce qu'on a publié, par exemple, un brevet que tout le monde est censé être au courant. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Par exemple, organiser des publications scientifiques, des workshops avec les personnes ciblées, avec, par exemple, des associations de patients, des gens qui pourraient après vraiment utiliser et faire changer les choses sur le territoire. Alors, quand on parle de dissémination, ça ne veut pas dire qu'on va le faire forcément tout de suite. Il y a souvent une volonté, par exemple, de publier scientifiquement, mais qui peut être contrecarrée par un besoin de confidentialité jusqu'au dépôt, par exemple, d'un brevet. Donc, on peut très bien prévoir entre nous, entre les partenaires du projet, un délai de 45 jours pour avoir l'avis des autres. Est-ce que ça, je peux le diffuser? Est-ce que je peux diffuser cette information-là ou pas sur mon site? Le terme d'exploitation, c'est vraiment l'utilisation des résultats dans d'autres activités de recherche et d'innovation que celles couvertes par l'action concernée au départ. Donc, il y avait vraiment les résultats qui sont générés dans le projet et après, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, par exemple, ça va être l'exploitation commerciale, telle que le développement, la création, la fabrication et la commercialisation d'un produit ou d'un processus. On peut imaginer créer ou fournir en fait un nouveau service ou des activités de normalisation. Et à ce stade, dans l'exploitation, on peut aussi séparer l'exploitation purement commerciale des résultats du projet avec une exploitation non commerciale qui pourrait, par exemple, servir à des fins d'enseignement. Voilà pour les trois notions un petit peu clés de ce qu'entend la Commission derrière cela. Également, qu'est-ce qu'on entend par IP Management, la gestion de la propriété intellectuelle dans Horizon Europe? Donc ça couvre, vous voyez, beaucoup de sujets. On ne va pas pouvoir voir tout aujourd'hui, évidemment, dans ce webinaire. On va plutôt s'attacher là où il y a un petit peu les petites étoiles, donc dans la sensibilisation de la propriété intellectuelle sur les règles, les accords juridiques qui sont en présence, tout ce qui va être gestion du portefeuille propriété intellectuelle dans le projet, donc les infos préexistantes, les résultats, qu'est-ce qui va être généré et la propriété de ces résultats. On verra pas ou peu tout ce qui est la partie diagnostic propriété intellectuelle dans le projet, c'est-à-dire vraiment d'être capable de faire un paysage, un état de l'art complet sur la propriété intellectuelle existante, comment on fait en fait une freedom to operate, donc une liberté d'exploitation, est-ce que certains sujets sont brevetables et tout, parce que ça dépend bien évidemment de chaque projet européen. Il y a évidemment des questions à se poser sur la protection par la propriété intellectuelle et des droits enregistrés ou non de ce qui est issu de ces projets-là. Donc ça, c'est pareil, on va pas pouvoir être précis par rapport à un projet, mais ça se pense et ça se prévoit dans le cadre du montage du projet. Et on verra également aussi tout ce qui est valorisation de la propriété intellectuelle, plutôt dans les aspects diffusion, exploitation, transfert, comme on a pu le voir sur les sujets précédents. Donc là, on va passer un petit peu à se poser la question pourquoi c'est important, ces sujets-là. Parce que ces questions de propriété intellectuelle et d'exploitation vont être soumises vraiment à une évaluation de l'impact et de la faisabilité de la proposition.
Donc, dans notre contrat, quelque part, en tant que partenaire d'un projet collaboratif avec la Commission, on est obligé on s'engage à faire de notre mieux pour exploiter nos propres résultats. Et donc, pour tout cela, vous imaginez que la proposition doit vraiment présenter une description convaincante des stratégies de gestion et d'exploitation de la propriété intellectuelle, tant au niveau individuel de chaque partenaire qu'au niveau du consortium. Les résultats des activités de recherche et de développement nécessitent des investissements supplémentaires et souvent substantiels pour être commercialisés. Ce qui est intéressant, si les résultats sont bien protégés par la propriété intellectuelle. Évidemment, vous n'allez pas réussir à convaincre des investisseurs ultérieurs si vous n'avez pas protégé correctement les résultats en fait de votre projet. Et une bonne gestion de la propriété intellectuelle dans les projets aide les participants aussi à éviter les conflits futurs au sein du consortium. C'est pour ça qu'on impose aux participants de projets européens d'être d'accord et de signer des accords de consortium intégrant une API dès le début du projet. Et enfin, l'ensemble de la stratégie de propriété intellectuelle doit être cohérente, évidemment, avec la mise sur le marché futur, avec ce qu'on prévoit comme exploitation commerciale de nos produits. Et ça va vraiment être regardé par les examinateurs des projets européens. C'est vraiment une façon aussi, déjà d'être cohérent aussi avec soi-même et de sa volonté derrière, mais de gagner des points, puisque ça se joue des fois à quelques points. Les gens qui font beaucoup de montage de projets qui sont présents aujourd'hui le savent. Et il faut régulièrement en fait se démarquer, donc faire quelque chose de précis et intéressant en fait et convaincant va vraiment changer la donne dans une proposition de projet à l'autre. Quels sont les principaux documents concernant la propriété intellectuelle qui vont être signés et demandés au cours du montage d'un projet? On a le principal, c'est le Grant Agreement qui est au milieu, l'accord de subvention. Donc ça, c'est l'accord qui est signé entre le coordinateur et la Commission européenne et qui donne les indications juridiques en fait qui cadrent le projet européen de son début à la fin. Dans cet accord, il y a des éléments de propriété intellectuelle, mais qui ne sont pas négociables. C'est déjà formalisé. Il y a un Grant Agreement qui existe, et on va le voir juste après, qui est assigné en fait par les partenaires. En revanche, il y a un autre document qui là est laissé vraiment à la négociation et à l'appréciation des partenaires. C'est le Consortium Agreement, donc l'accord de consortium, qui va être entre les partenaires du projet et le coordinateur. La Commission européenne ne se mêle pas de ce que les gens signent entre eux dans l'accord de consortium. Cet accord prend généralement du temps à être mis en place, à être signé par tout le monde et à être négocié. Donc il est d'usage, généralement, qu'il y ait un Memorandum of Understanding, donc avec des clauses également de confidentialité, ce qu'on appelle les Non-Disclosure Agreements, les NDA, qui va être signé entre les partenaires, en fait, avant, généralement pendant le montage du projet, pour déjà pouvoir commencer à discuter, à mettre sur la table, en fait, des enjeux du projet, avant la signature effective du document Consortium Agreement, qui, lui, doit être signé maximum au jour du Grant Agreement. Il y a, alors, par contre, dans ce Consortium Agreement, justement, la propriété intellectuelle est négociable entre les partenaires. Et c'est ça l'intérêt qu'on puisse voir aujourd'hui un petit peu les éléments qui le composent. Il n'y a plus également de demande d'avoir un plan de communication et de dissémination et d'exploitation des résultats complets au moment du montage de la proposition et au moment de la soumission du projet. En revanche, elle va vous être demandée maximum dans les 6 mois après le début du projet. Donc, il faut évidemment que ce soit géré par les personnes. Donc, ce qu'on va vous demander aussi, c'est que, du coup, ce qu'on fait dans la proposition, c'est qu'on va mettre déjà une liste sur la communication, la diffusion et l'exploitation des résultats préalable dans la proposition qui va être complétée, donc dans les 6 mois, par ce plan de communication, dissémination, d'exploitation des résultats, qui va intégrer évidemment votre stratégie de pays. Il y a des nouveaux documents qui sont également demandés, qui s'appelle le ROL, donc la Result Ownership List. Donc c'est une liste avec pour la commission pour savoir qui est propriétaire des résultats en fait du projet et qui va éventuellement exploiter ces résultats à la suite du projet.
Donc ce document-là est demandé en fin de projet. Donc c'est à la dernière période de rapport du projet. C'est nouveau qu'il soit obligatoire et demandé. C'est pour s'assurer encore plus, et vous voyez vraiment un petit peu la tendance, qu'il va bien y avoir une exploitation potentielle et savoir qui est en charge de cela. Un autre document également, c'est le TRR, le Tracking of Research Results, qui est également assez nouveau pour Horizon Europe. Donc là, ça va pouvoir avoir lieu jusqu'à 4 ans après la fin du projet. Là, c'est plutôt pour les décideurs politiques qui doivent pouvoir tracer qui, justement, va se charger des différents résultats du projet. Bon, je vois les questions en même temps. Donc, nous avons combien de temps pour présenter le Consortium Agreement après la signature de compte? Ça, je peux le répondre tout de suite puisque c'est dans maintenant cette slide-là. Normalement, le Consortium Agreement doit être signé au maximum le jour de la signature du Grant Agreement. Si ce n'est pas le cas, on peut néanmoins en avertir le Project Officer et expliquer pourquoi on n'a pas signé au moment du début du projet. Je répondrai ultérieurement après à d'autres questions. Là, j'ai mis un récapitulatif de tous les documents lors du montage d'un projet. Donc, les documents que je viens de présenter avec du coup les petites définitions qui vont. C'est à peu près dans l'ordre, donc le Memorandum of Understanding, le document Description of Work, c'est le document de travail où il y a vraiment tout le contenu du projet, avec cette shortlist sur la communication, dissémination, exploitation. Le Consortium Agreement, là où les règles de pays peuvent être négociées et acceptées avant signature. Le Grant Agreement, qui va être signé à la fin des négociations avec la Commission, et donc au début du projet, où les règles de pays ne sont non négociables. Le plan complet de communication, dissémination, exploitation, 6 mois après le début du projet. Le rôle, donc c'est à donner avant la fin du projet pour une utilisation après, pour qu'on liste vraiment les propriétaires finaux de la propriété intellectuelle. Et le TRR, vous voyez, il y a plein d'acronymes, c'est l'Europe, Tracking of Research Results, donc qui permet plutôt aux décideurs d'accéder, d'analyser, de monitorer en fait les résultats et les impacts de la recherche financée publiquement. Bon, je vois la petite question rapide, le rôle fait donc partie des livrables obligatoires? Oui, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dans le Grant Agreement? Dans Horizon, donc le Grant Agreement est au-dessus du Consortium Agreement. Donc dans Horizon Europe, ce qui est pour tout le monde le cas, enfin c'est vraiment tout le monde signe ça, tous les résultats du projet sont la propriété des bénéficiaires qui les génèrent. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que c'est pas la commission qui récupère les résultats du projet qu'elle finance. C'est bien les gens qui faisaient partie du projet qui restent propriétaires des résultats du projet, même si c'est financé par des fonds publics. Donc, deuxième disposition, 2 ou plusieurs bénéficiaires seront propriétaires des résultats conjointement s'ils les ont générés conjointement et s'il n'est pas possible d'établir la contribution respective de chaque bénéficiaire ou de les séparer pour demander, obtenir ou de maintenir leur protection. En cas de copropriété, les copropriétaires ont l'obligation de conclure un accord de copropriété. Donc effectivement, là vous voyez tout de suite un petit peu derrière, quand on travaille en collaboratif, ce qui est quand même l'objet des projets Horizon Europe, si on n'est pas capable de déterminer qui a fait quoi ou qui récupère quoi dans une publication, etc., on est plusieurs à être propriétaires en fait d'un résultat de recherche. Et donc on peut être par exemple plusieurs propriétaires d'un brevet. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément exploiter tous ensemble le brevet, mais on est copropriétaire par défaut de ce qu'on génère en fait comme résultat de recherche et développement. Donc là où c'est très intéressant aussi de regarder, donc c'est un petit peu plus pour les experts de ça, c'est qu'il y a un Grant Agreement à noter, qui est vraiment très bien fait et mis à jour, qui explique vraiment point par point toutes les clauses qui vont vous être demandées en fait là-dessus. Donc là, c'est une des clauses sur la propriété intellectuelle, mais évidemment, il y en a plein d'autres. Ça fait à peu près 100 pages, le Grant Agreement. Il y a une obligation de protéger et d'exploiter qui sont également inclus dans ce Grant Agreement. Donc pour la gestion de la propriété intellectuelle, chaque bénéficiaire d'Horizon Europe fait tous les efforts pour exploiter les résultats dont il est propriétaire, ou pour les faire exploiter par une autre entité juridique, notamment par le biais du transfert et la concession de licences sur les résultats. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas forcément nous-mêmes qui exploitons
tous les résultats dont on est propriétaire. On peut très bien avoir des licences exclusives ou non avec des personnes tierces qui des fois ne faisaient même pas partie du projet initial, puisque là on est des fois après le projet sur l'exploitation. Donc pour faire cela et pour pouvoir justement céder des licences, il faut généralement avoir des droits de propriété intellectuelle. Donc les bénéficiaires sont donc tenus de protéger leurs résultats de manière adéquate pendant le projet. Évidemment, si c'est possible et justifié. Tout, comme vous le savez, tout n'est pas forcément protégeable, brevetable dans les résultats d'un projet. Il faut évidemment tenir compte des éventuelles perspectives d'exploitation commerciale et de tout autre intérêt légitime. Donc ça veut dire vraiment qu'on doit protéger de manière adéquate. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la cohérence aussi. Vous visez le marché européen, même si les coûts de protection de la propriété intellectuelle sont éligibles dans le cadre du projet. Vouloir, par exemple, breveter sur la terre entière 60 pays, alors que finalement, votre marché il est clairement seulement sur l'Europe, ça va pas être cohérent vis-à-vis des examinateurs entre votre stratégie et votre stratégie d'exploitation commerciale derrière. Pareil, de faire trop petit, de vouloir protéger que sur 3 pays, alors que de toute évidence, cette techno-là peut concerner beaucoup plus de personnes. Il faut aussi que ça soit en cohérence en termes d'extension internationale, généralement en fait de vos titres. La petite nouveauté aussi, alors je l'ai mis en petit parce que c'est juste pour un petit peu pour avoir en mémoire, c'est que depuis notamment le Covid 2019, il est possible pour la Commission, comme on est sur des financements publics, de demander aux bénéficiaires d'un projet financé européen d'accorder des licences non exclusives de leurs résultats aux entités juridiques qui ont besoin de ces résultats pour faire face à une urgence publique. Mais c'est pendant une période limitée, c'est 4 ans maximum. Et donc là, c'est typiquement des pandémies, piratage informatique, tremblement de terre, enfin voilà, des choses vraiment très importantes qui nécessiteraient d'avoir une licence. Donc licence non exclusive, ça veut pas dire gratuit non plus, mais voilà, on est obligé de céder une licence aux personnes qui en auraient besoin par rapport à une urgence publique. Ils ont listé ces urgences. Au niveau, donc si on reprend un petit peu notre schéma de départ, donc là on a vu un petit peu les règles, les accords juridiques, et je répondrai un petit peu aux questions à la fin en fait de cette session-là. On va passer un petit peu sur le background, les résultats, la propriété, donc la gestion de portefeuille propriété intellectuelle. Vous entendrez souvent ces notions de background, foreground, sideground, exploitation des résultats, et postground. Donc j'ai voulu remettre ici les définitions qu'on peut avoir sur ces éléments-là. Donc ça se traduit pas très bien en français, hein, donc on va dire le background, c'est avant le projet, c'est d'être capable d'identifier et de lister la propriété intellectuelle nécessaire pour le projet qui est détenue par chaque partenaire. Donc ça, c'est un exercice que font chaque partenaire avant le début du projet pour savoir qu'est-ce que je vais apporter finalement dans le projet. Pendant le projet, là, on va parler de foreground. Donc, ça va être les résultats et la propriété intellectuelle, notamment générés durant le projet. D'où l'intérêt d'avoir une bonne traçabilité de qui a fait quoi, qui a généré quoi, en fait, comme projet. Et on va également parler de sideground, qui va être la propriété intellectuelle générée durant le projet par un partenaire et utile pour le projet, pertinente, mais extérieure. C'est-à-dire que c'est pas financé dans le projet, c'est à côté, d'où le sideground. Mais c'est quand même utile dans le projet. Donc, il peut y avoir des fois des licences croisées ou autres qui peuvent être imaginées pour justement améliorer les résultats du projet qui est financé durant les 2-3 ans. Comme les projets durent longtemps, c'est vrai que ça peut arriver. Et ensuite, après le projet, on parle donc de l'exploitation des résultats du projet, donc l'API, et on parle également de postground. C'est donc la propriété intellectuelle qui est pertinente, produite par un partenaire, mais après le projet, mais qui peut quand même avoir un lien avec le projet qui avait été financé sous Horizon Europe. Donc pour faire rapide, on va dire c'est un peu qui ramène quoi, qui a bossé, qui repart avec quoi. Toutes ces notions, il faut être très précis en fait sur ces sujets. Alors là, vous voyez un petit peu tous les différents problèmes, c'est pas forcément des problèmes, mais quand même sur lesquels il va falloir s'entendre, enfin les points d'achoppement qu'il pourrait y avoir dans des négociations concernant la propriété intellectuelle. Il va falloir s'entendre sur la répartition géographique ou applicative du marché pour l'exploitation commerciale,
Parce que, comme vous le savez sûrement, donc un brevet, par exemple, peut être déterminé sur un territoire géographique ou des licences, mais on peut aussi faire des licences d'application et donc se répartir en fait les différentes applications, par exemple dans le médical ou dans le bâtiment, sur les différents partenaires en fait du projet. Il va falloir s'entendre sur la mise en place d'un régime de protection, donc et des coûts évidemment associés. Donc qu'est-ce qu'on va protéger ou pas par secret, par dépôt de titres. Il va falloir s'entendre également sur la mise en place d'un régime d'exploitation, avec évidemment les limites et le partage des bénéfices. Donc ça comprend les royalties, qui exploite quoi, qui doit redonner quel type de pourcentage en fait à ceux qui étaient à l'initiative en fait de ces résultats de R&D. Il va falloir s'entendre sur les droits d'accès aux connaissances dans le projet, pendant et donc après le projet, et la propriété ou la copropriété des résultats. Donc vous imaginez un petit peu, c'est comme une immense réunion de copro internationale, sans forcément pour se mettre d'accord là-dessus, ça peut prendre beaucoup de temps et beaucoup de discussions pour mettre tout le monde d'accord sur tous ces sujets-là. Ça, c'est rien que sur la propriété intellectuelle. Pour cela, les personnes ont imaginé et mis en place depuis déjà un certain nombre d'années, nombreuses années, la possibilité déjà d'avoir des accords de consortium pour les projets Horizon Europe. Donc tous ces éléments-là vont se retrouver dans un accord juridique, négocié et signé entre les partenaires du projet. La signature est normalement maximum le jour de la signature du Grant Agreement, au moment du dépôt du projet. D'où la pratique, comme ça prend un petit peu de temps, il faut mieux s'entendre dans les grandes lignes, du Memorandum of Understanding que je citais précédemment. Mais attention, donc le Consortium Agreement ne peut pas être contradictoire avec le Grant Agreement. Donc l'accord qui est signé entre le coordinateur et la commission est au-dessus juridiquement que ce Consortium Agreement. Par contre, dans le Consortium Agreement, c'est négociable. Négociable dit, généralement, on se fait aider pour ce type de négociation. Seulement, ce qu'on peut voir pour les gens qui accompagnent des porteurs de projets régulièrement et les gens, comme c'est des sujets complexes qu'on ne maîtrise pas forcément, on a tendance à tout déléguer en fait ces sujets juridiques à par exemple au service juridique de sa structure de recherche ou à un cabinet de propriété intellectuelle qui va du coup qui est censé suivre en fait ces négociations avec et éventuellement pour vous. Mais en fait, on peut pas forcément tout déléguer comme ça. En fait, il faut vraiment déjà avoir donné des indications vraiment très claires, même si vous ne savez pas formaliser la clause juridique finale, mais être très clair dans ce que vous allez apporter dans le type de projet, en quoi c'est important pour vous, en tant que chercheur, par exemple, en tant que PME. Faut être très clair sur, par exemple, la liste du background, les informations pertinentes qui vont être utiles au projet. C'est pas le service juridique qui va pouvoir le faire pour vous. Il faut vraiment être assez clair. Il va falloir quand même être dans les négociations quelque part, même si c'est pas vous qui formalisez la version finale de cet accord juridique. On ne peut pas complètement tout déléguer. Qu'est-ce qu'il y a dans justement un consortium agreement? Ça va comprendre notamment l'organisation interne et la gestion du consortium. Généralement, c'est assez facile de se mettre à peu près d'accord sur ces sujets-là. Ça va être la contribution technique de chaque partie, les ressources mises à disposition, le calendrier en fait des tâches, la planification du projet, le fait de la gouvernance. Est-ce qu'on a une gouvernance entre nous? Est-ce qu'on a un steering committee? Est-ce qu'on a un expert committee? Comment ça se passe? Quels sont les comités? Quelles sont les fréquences de réunions, etc. du consortium? Il y a également donc ces clauses de propriété intellectuelle qui intègrent la confidentialité, le background, donc l'API préexistante et nécessaire, l'utilisation de l'API générée en parallèle au projet, donc le fameux SiteGround dont je parlais tout à l'heure, la propriété et la copropriété des résultats, la protection juridique des résultats, l'exploitation commerciale des résultats et les droits d'accès nécessaires. Et ça va également comprendre les règlements des litiges internes au consortium. Donc les sanctions prévues pour non-respect des obligations, la loi applicable et le règlement des différends, et quoi faire si par exemple les contractants ne signent pas consortium agreement, s'il y en a un qui part, voilà, toutes les éventualités sont posées dans cet accord juridique. Heureusement, il y a justement, pour répondre à la question de Monsieur Schlosser, je vois, il y a des templates, il y a justement des modèles d'accords de consortium qui ont été créés, validés par des comités scientifiques et qui intègrent aussi des entreprises
et qui ont permis du coup d'avoir quelque chose déjà de pré-rédigé. Et c'est notamment le modèle DESCA qui est disponible gratuitement, donc j'en parle juste après en focus. Il y en a d'autres que le modèle DESCA. C'est vraiment le plus utilisé, DESCA pour Horizon Europe, parce qu'il correspond bien aux intérêts aussi bien des PME, des grands groupes, des centres de recherche, des académiques. Donc ça permet vraiment de couvrir la diversité des différents partenaires qu'il peut y avoir dans un groupe de consortium. Il y a également MCARD, EUCAR et IMG4 pour l'aéronautique, l'automobile et le digital. Donc chacun des fois a adapté un petit peu son modèle de consortium par rapport aux spécificités de certains secteurs qui sont disponibles. Le modèle DESCA également est disponible. Vous aurez donc le lien avec la présentation. Il fait une 45 pages. Et il y a également une version annotée, comme pour le Plant Agreement, qui est vraiment très utile, parce que vous avez l'explication des différentes options. Ce qui peut être utile, du coup, on va dire, là, si on repart sur l'analogue sur la réunion de copropriété, ça serait comme si le règlement était déjà pré-rédigé et qu'il n'y avait plus qu'à se mettre d'accord sur tel ou tel point, ce qui va vraiment faciliter quand même les échanges et la signature de cet accord. Donc, si vous êtes vous-même futur coordinateur de projet européen, vous pourrez évidemment vous en inspirer et prendre ça comme modèle pour voir un petit peu qu'est-ce que vous allez proposer aux différents partenaires, parce qu'il y a toujours une première version qui est proposée. Et en tant que partenaire, vous pourrez aussi repérer si c'est bien le modèle DESCA qu'on vous propose et quelles options ont déjà été choisies dans ce qui vous est proposé, si elle ne s'est pas ouverte encore à la discussion. Donc, pour prendre un exemple concret, on va justement prendre un exemple d'une clause avec une option qui est sur la copropriété des résultats de projet. Donc là, qu'est-ce qu'il y a dans l'accord, dans l'extrait de DESCA? Là, c'est vraiment l'extrait brut, juste traduit en français. L'option 1, pour une copropriété donc de résultats. Chacun des copropriétaires a le droit d'utiliser les résultats dont il est copropriétaire pour des activités de recherche et d'enseignement non commerciales, en exemption de royalties et sans avoir à demander l'accord préalable de l'autre ou des autres copropriétaires. Deuxième cas de figure, chacun des copropriétaires a le droit d'exploiter autrement les résultats, donc ce qui est commercial, pas non commercial, dont il est copropriétaire et d'accorder des licences non exclusives à des tiers, sans aucun droit de sous-licence. Si les autres copropriétaires reçoivent, en petit 1, un préavis d'au moins 45 jours civils et deuxièmement, une compensation juste et raisonnable. Ça, juste et raisonnable, le faire, unreasonable, vous allez le voir partout. Pas très, très précis, mais voilà, bon, c'est ce qui est mis dans les textes. L'option 2, dans la copropriété, donc on décide pour créer l'accord de consortium. L'option 2, c'est en cas de copropriété, chacun des copropriétaires a le droit d'exploiter les résultats communs comme il l'entend et d'accorder des licences non exclusives sans obtenir le consentement d'un autre copropriétaire, sans lui verser d'indemnité ou sans lui rendre compte d'une autre manière, sauf accord contraire entre les copropriétaires. Non, pour ces deux cas de figure, les copropriétaires doivent s'entendre à l'avance, évidemment, sur toutes les mesures de protection, est-ce qu'il y a un brevet, etc., et la répartition des coûts de ces différents titres. Alors, j'ai schématisé ça de cette façon, pour ces deux options, pour que vous compreniez bien. Donc là, dans le premier cas, le partenaire A, donc, cède des sous-licences non exclusives, donc en bleu, et le partenaire B également de son côté en vert. La première option, A, doit notifier 45 jours avant et offrir une compensation juste et raisonnable à B. Et dans l'option 2, il n'y a pas de lien, ni d'information, ni de royalties entre les deux partenaires. Chacun cède des sous-licences de son côté. En revanche, les sous-licenciés ne peuvent pas eux-mêmes reconcéder des sous-licences de leur côté. Je répondrai après à vos questions s'il y en a sur ces sujets-là. Je voulais également vous donner un petit aperçu des droits d'accès dans Horizon Europe. Donc les droits d'accès, c'est un petit peu différent. C'est les droits d'utilisation de connaissances préexistantes ou de résultats de projets. Ça ne veut pas dire que forcément, parce qu'on a accès en fait à des informations, qu'on peut céder par exemple des licences sur ces informations-là. Mais ça, c'est aussi ce qui est publié au niveau des documents juridiques de la Commission. C'est ce qu'il est d'usage, c'est un aperçu vraiment de ce qui est commun dans Horizon Europe. Donc, par exemple, durant la mise en œuvre du projet, donc là on est dans le projet, généralement l'accès à la documentation est libre de droit, sauf accord contraire des participants avant leur adhésion au Plant Agreement.
Et l'accès aux résultats, c'est pareil, pendant le projet, c'est libre de droit. Mais dès qu'on sort du projet, donc quand on est dans la phase exploitation des résultats du projet, là, dans ces cas-là, généralement, ce qu'il est d'usage, c'est sous réserve d'un accord, les droits d'accès sont accordés à des conditions équitables et raisonnables. C'est toujours le juste and reasonable, qui est difficilement bien traduisible aussi en français parce que c'est entre équitable, juste, on sait pas trop, voilà. Donc c'est un peu flou, hein. Donc on a vraiment intérêt, justement, ces histoires de conditions équitables et raisonnables, à le préciser très clairement dans l'accord de consortium et être déjà bien d'accord entre les partenaires du projet sur ces conditions-là. Parce que vous voyez que c'est quand même vraiment laissé à la discussion des partenaires. La commission ne se mêle pas vraiment de ce type de choses. Donc là, j'ai fini un peu sur cette partie un petit peu focus propriété intellectuelle dans le sujet. Donc après, on va passer sur les services qui peuvent vous aider à y voir clair tout ça. J'ai voulu vous donner quand même un peu d'informations sur ces sujets-là. Donc là, en résumé de ce que je viens de dire, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête un petit peu en checklist de tout ça? Donc avant le début du projet, c'est de bien définir en fait la propriété intellectuelle existante et utile, qui va être utile dans la coopération de recherche et d'innovation. Examiner un peu le paysage des différents brevets, d'autres droits, des droits tiers pertinents, faire un état de l'art, liberté d'exploitation, etc. Examiner les possibilités et les risques liés au partage des connaissances avec les autres partenaires du consortium, donc l'histoire de non-disclosure agreement et autres. On va vérifier aussi si les règles par défaut d'Horizon Europe, telles que je vous ai présentées, sont bien appropriées par rapport à notre projet et notre consortium. Durant le projet, on va examiner aussi les outils existants de création et de gestion des connaissances. On va discuter des méthodes possibles de protection de la propriété intellectuelle. Donc, est-ce qu'il faut qu'on pose un brevet, droit d'auteur, des secrets commerciaux? Est-ce qu'on doit faire des publications défensives, la topographie de semi-conducteurs, des choses comme ça? Donc, vraiment définir précisément qu'est-ce qu'on va protéger. On va devoir identifier aussi les méthodes complémentaires éventuellement de protection et répartir peut-être l'utilisation commerciale ou non commerciale en fait des résultats. Et là, vous voyez aussi l'intérêt durant le projet, c'est de bien documenter l'avancée de tous les résultats du projet et de différents contributeurs. Donc, c'est vraiment les cahiers de labo, les enregistrements qu'on peut avoir, le suivi vraiment de qui a généré quoi comme résultat. Ça simplifiera les discussions par la suite pour l'exploitation commerciale. Après la fin du projet, ça va être de discuter, de se mettre d'accord sur les stratégies et les voies communes d'exploitation. Également d'examiner les possibilités d'accords de propriété intellectuelle et des responsabilités en fonction des contributions de chacun. C'est ce qu'on voyait, est-ce qu'on va réussir à séparer ou pas la propriété des résultats, sinon on signe des Joint Ownership Agreements, JOA, encore un acronyme, donc entre les participants pour bien définir que là on est en commun ou pas, ou la répartition en fait des choses. Et avec cela, on va pouvoir aussi évaluer les possibilités d'accords de licence et de rémunération liées à l'utilisation de cette propriété intellectuelle résultant du projet. Voilà pour cette fin de première partie. Donc, je voulais vous citer aussi un webinaire très intéressant qui va compléter ce que je dis aujourd'hui, organisé par le Point de contact national juridique et financier le 4 avril. Vous pouvez vous y inscrire sur ce lien-là, qui va parler de diffusion et d'exploitation des résultats, donc qui va aller au-delà de ce que je disais aujourd'hui. Et ils ont vraiment une boîte à outils très pertinente sur toutes ces questions juridiques et financières que je vous engage à consulter pour tous ces aspects-là. Vous avez vraiment tous les liens utiles pour ces aspects. Alors, je vais peut-être prendre quelques questions. Je pense que commencer peut-être par les questions et après, je vous ferai un petit quiz flash. Alors, je prends la première. Donc, Hélène Bailly, est-ce que le MOU contient un NDA, accord de confidentialité, au cas où le projet n'est pas accepté par la Commission européenne? Alors, je pense pas que c'est forcément inclus systématiquement dans le MOU, dans le Memorandum of Understanding, mais en tout cas, les personnes en signent en fait à côté. Même pour échanger des fois au moment des fois des recherches de partenaires, il y a déjà des NDA qui sont signés directement pour intégrer un partenaire. On va quand même déjà lui diffuser quelques informations, donc je pense pas que ça soit intégré dans le MOU, mais je pourrais vérifier. Avec, j'ai pas forcément de template d'exemple là à vous fournir immédiatement. Amélia, donc nous avons combien de temps pour présenter le consortium agreement d'après la signature du grant? Ça, j'ai répondu tout à l'heure. Le rôle fait partie des livrables obligatoires, oui.
Donc Jonas Sanon, concernant l'exploitation des résultats, est-ce qu'il y a une particularité pour l'open source? Oui, et du coup ça va aussi être lié donc à tout ce qui est logiciel. Donc dans les résultats de projet, il y a même des spécificités pour ces sujets-là. On voit dans les annexes un petit peu du Grant Agreement ou dans les accords de consortium, on peut avoir des choses, préciser des choses plus spécifiquement pour des logiciels et notamment de l'open source. Et il y a aussi sûrement les sujets open data, open science qui devraient être pertinents aussi par rapport à ces sujets-là à regarder. Donc, je note peut-être la question pour plus tard pour vous répondre. Zayed, y a-t-il une relation entre le TRR et l'article 16 de l'Annotated Grant Agreement stipulant que les bénéficiaires doivent jusqu'à 4 ans après la fin du projet exploiter les résultats générés? Donc la question, je pense, c'est l'obligation d'exploiter c'est une obligation d'exploiter et le TRR va renforcer ça pour que, en fait, il y a cette obligation d'exploiter qui était juste une obligation comme ça, et maintenant il y a le TRR, donc ce document qui va permettre de tracer pour les décideurs publics pour voir si vous l'avez bien fait, en fait, justement, et qui peut être demandé jusque dans les 4 ans. Donc oui, c'est lié, je pense. Si c'est la même période, je pense que c'est lié, mais c'est plutôt qu'une simple obligation où on s'engage. Là, il faut vraiment remplir des documents pour expliquer clairement qui va faire quoi dans l'exploitation, en fait, des résultats. Existe-t-il de tels documents accords de consortium, donc à travers lesquels nous pourrions nous inspirer ou même user de leur forme? Donc oui, c'est par exemple le modèle d'ESCA que j'ai présenté qui est disponible sur Internet. Question de François. Le modèle d'ESCA semble-t-il pertinent ou assez souple pour les projets intégrant des essais cliniques? Tout à fait, c'est utilisé également dans le médical et c'est tout à fait utilisé dans ce cadre-là. Ça a été aussi conçu par des personnes qui intègrent tout à fait les projets de santé. Dernière question que je vois là dans l'onglet questions, j'ai pas vu si on avait dans le chat. Comment créer, maintenir, garantir une propriété intellectuelle lorsqu'on propose des informations à des cibles spécifiques ou à des personnes tierces? Donc, par exemple, si on donne des cours en ligne, comment m'assurer que les participants n'usent pas de ces données ou savoirs? Alors effectivement, pour d'histoire de cours, on est sur du droit d'auteur. Donc vous pouvez, copyright, donc vous pouvez effectivement préciser dans vos documents de formation et autres, alors ça dépend si c'est issu d'un résultat de projet, qu'effectivement ces informations sont protégées par droit d'auteur, notamment. Mais il n'y a pas, évidemment, on peut pas garantir, à part d'expliquer aux personnes qui vont avoir accès à ces informations qu'elles sont protégées et que du coup on pourra agir si ces personnes en fait les récupèrent et en font un autre usage, notamment commercial, qui n'était pas prévu dans les licences. Et le TRR est-il un livrable obligatoire? Oui, également, Madame Tulas. Donc là, je vais passer. On pourra faire encore d'autres questions après dans les. Donc là, vous avez un petit sondage qui s'affiche, un petit quiz. Donc, je vous laisse répondre. Normalement, je dois avoir les réponses. Je peux encore tout bien. Je dois mettre sous là. Ça. Je vais répondre. Donc, le coordinateur peut-il demander à être propriétaire de tous les résultats du projet en raison de sa fonction? J'attends quelques minutes. Donc, 31 votes, donc non, vous avez tous bien répondu.
c'est bien que vous avez écouté. Non, il s'agit effectivement d'une question récurrente. En fait, c'est pas parce que la personne est coordinateur, il a plutôt un rôle plutôt administratif au sein du consortium. Il ne bénéficie pas de prérogatives juridiques spécifiques pour justement récupérer en fait tous les résultats en fait du projet. Et donc, il est soumis aux règles habituelles en matière de propriété. Il sera propriétaire que de ce qu'il génère en fait dans le cadre du projet, tout comme les partenaires de son consortium. Ça ne donne aucun droit supplémentaire en fait d'être coordinateur. Deuxième petite question. Est-il possible de convenir que tous les résultats créés par le consortium n'appartiennent qu'à un seul partenaire? Ah, là, c'est plus compliqué entre le oui et le non. On est vraiment sur du 50-50, quasiment. Bon, alors, je m'arrête là, on est à 30 votes. Eh bien donc oui, puisque comme on a décrit tout à l'heure, en fait, il est possible d'appliquer d'autres règles de propriété que celles qui sont prévues par défaut dans la convention de subvention, dans le Grant Agreement. Donc il est tout à fait possible de décider qu'un seul partenaire, par exemple le partenaire d'exploitation qui a été vraiment choisi dans le consortium, sera propriétaire de tous les résultats, mais à condition que tout le monde soit d'accord. C'est ça la différence. Cette décision elle peut être formalisée justement au moyen d'une clause dans l'accord de consortium et avec des accords de cession et des transferts de propriété. Et troisième petit quiz. Avec l'obligation de communication du projet subventionné par des fonds publics, peut-on conserver certains résultats confidentiels? Oui, non, je ne suis pas certain. Vous avez tous voté. Donc effectivement, la réponse est oui, puisque c'est une obligation, comme j'ai dit tout au début, de communiquer sur le projet, ses partenaires, les activités qu'on y mène, le montant obtenu, ce qu'on y fait, etc. Mais pas forcément, c'est pas une obligation de divulguer toutes les informations confidentielles du projet au grand public. Donc même dans l'obligation de dissémination, c'est s'adresser au bon public cible, mais il peut quand même y avoir des accords de licence. On peut garder une certaine confidentialité évidemment dans les informations relatives au projet. C'est tout à fait, puisqu'on parle quand même de recherche et d'innovation financée quand même à des hauteurs importantes. Donc évidemment, c'est pas pour que les gens perdent toute info confidentielle en participant à un projet européen. Merci pour votre participation active sur le quiz. Je regarde rapidement s'il y a de nouvelles questions. Donc je n'en vois pas dans les nouvelles questions. Et on va passer sur la partie suivante. Donc là, il est 48. Sur les principaux services, justement, propriété intellectuelle pour les bénéficiaires. Donc pour les personnes qui dépendent de projets européens, mais aussi même avant cela, avant de déposer un projet européen, évidemment. Donc je vais vous présenter le EU IPL Desk et Enterprise Europe Network, donc dont je fais partie, dont je suis en contact avec les deux, parce que c'est une initiative vraiment intéressante et gratuite en fait, qui couvre tous ces sujets-là. Je vous présenterai également Horizon Result Booster, donc c'est un service également gratuit de la commission qui est moins connu, qui est un service de consulting gratuit. Horizon Result Platform, donc qui a été lancé et qui marche vraiment un peu mieux maintenant, on va dire, qu'à son lancement. Et les services experts de l'INPI pour faciliter les collaborations des risques seront présentés par Sonia Kaimitz. Donc le European IPL Desk, ça se réserve aux bénéficiaires actuels et potentiels des projets européens. Donc au départ, ils étaient vraiment très très focalisés accords de consortium, etc. Mais ils ont un peu élargi sur tous les types de collaborations qu'il peut y avoir, et pas seulement par rapport à Horizon Europe au niveau international. C'est vraiment une assistante en ligne de premier intérêt, puisqu'on a des experts qui sont bien plus experts que moi sur ces sujets. Donc, par exemple, certaines questions que vous avez posées là, je pourrais directement demander à ces experts spécialisés du European IPL Desk en tant qu'ambassadeur. Ils permettent aussi ils organisent beaucoup de webinaires
Ils ont des fact-sheets, des publications, des événements. C'est vraiment très intéressant de regarder ce qu'ils font. Donc, il y a le European IPL Desk qui gère beaucoup tout ce qui est collaboration européenne en matière de propriété intellectuelle. Et il y a également la création depuis quelques années donc du Latin America, Africa, India, China and Southeast Asia Help Desk qui aide là les PME européennes spécifiquement pour aller sur ces marchés et intégrer la propriété intellectuelle et les données en fait qu'il pourrait y avoir sur ces différents marchés. Donc, en tant qu'ambassadeur European IPL Desk, j'ai aussi accès à ces personnes des différents helpdesk. Donc, si vous avez une question même très précise sur un sujet qui concerne l'Inde, etc., on peut trouver la personne qui y répond gratuitement également. Donc, c'est quand même à savoir. Pour les personnes qui sont membres de pôles de compétitivité qui participent aujourd'hui, j'ai déjà eu le cas aussi de demandes très spécifiques d'intervention pour, par exemple, une intervention sur la façon de protéger les véhicules connectés en Chine. Et on a réussi à avoir vraiment un intervenant hyper spécialisé sur la question qui est intervenu auprès des adhérents d'un pôle, par exemple. Donc ça, il faut y penser aussi de les solliciter pour ça. Donc, ils créent leur propre module d'e-learning, leurs guides et leurs infographies. Il y a des études de cas aussi qui sont des fois à partager. Donc là, vous voyez pour Afrique, Chine et puis et Asie. Le guide qui pourrait vraiment vous intéresser par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est celui qui a été fait par le European IPL Desk. Je vous l'enverrai avec la présentation. Ça fait 18 pages en fait, et donc ça permet d'avoir vraiment un petit récap de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et des choses très pratico-pratiques. Vous voyez un peu aussi le type d'infographie qu'il peut y avoir ou d'études de cas. L'intérêt aussi beaucoup de European IPL Desk, ils ont 10 000 personnes formées par an avec leur webinaire. Alors actuellement, ils sont entre 2 projets européens, ce qui fait que là, ils n'ont pas encore publié leur prochain agenda de webinaire. Mais tous les modules précédents sont disponibles en e-learning sur le site qui va vous être envoyé à la fin également. Et vous voyez, en fait, c'est par niveau. Vous avez le Basic IP Knowledge jusqu'au Advanced. Donc là, j'ai beaucoup utilisé des informations qui sont dans le module IP EU Funded Project notamment, mais vous avez un module spécifique sur le Consortium Agreement si vous voulez aller plus loin sur ce sujet-là. Et vous avez vraiment des choses aussi sur la maximisation de l'impact des projets européens. Il y a des choses qui datent d'horizon 2020, mais ça n'a pas tellement changé en termes de conseils, donc c'est encore valable. Donc ça, c'est les liens sur le EU IPL Desk. Donc, comme je vous disais, je suis ambassadeur, donc on est 44 en fait pour 27 pays. Donc moi, je suis actuellement la seule sur la France, donc je suis vraiment le lien, le point de contact éventuellement pour vous vis-à-vis de ces experts-là. Vous avez aussi accès en direct évidemment à leurs solutions, mais éventuellement ça peut-être permettre d'avoir des informations complémentaires. Ils vont quand même jusqu'à la relecture d'accords de consortium et donner leur avis sur un accord de consortium qu'on vous proposerait dans le cadre d'un projet. Donc ça va vraiment assez loin. Donc c'est intéressant d'avoir leur avis en plus de vos démarches. Et on peut organiser des réunions de sensibilisation également avec eux. Certains sont francophones, pas tous. Voilà. Je fais partie également d'Entreprise Europe Network, donc c'est le réseau qui regroupe en Hauts-de-France la Team France Export, HDFID, RF3 et la CCI internationale. Donc notre mission, c'est vraiment d'aider, comme là aujourd'hui, les entreprises et les chercheurs aussi dans leur développement et notamment l'international avec les projets européens. Donc on a un réseau qui est assez étendu, on couvre vraiment les 4 continents, on a 55 pays présents en fait dans le réseau EEN. On dépend directement de la commission et généralement ce sont les chambres de commerce et les agences d'innovation qui font partie de ce réseau. Et dans certains pays, en plus, des instituts de recherche ou des services de valorisation de la recherche en fait qui sont aussi dedans. Donc on a des gens très experts dans le transfert de technologie et la protection aussi de la propriété industrielle. Quels sont les différents sujets que l'on traite ?
l'international et les partenariats. Donc là, j'ai mis un petit peu en jaune ce qui nous concerne aujourd'hui, donc tout ce qui va être projet collaboratif de R&D. Donc c'est mettre en contact les personnes et donc les briefer forcément sur la propriété industrielle inhérente à cela. On a une partie innovation aussi, donc notamment avec le transfert de technologie et la structuration, on va dire, de la démarche. On est très présent notamment chez HDFiD avec mes différents collègues du pôle Europe Recherche Innovation sur les recherches de financement européens et notamment Horizon Europe. Et moi, donc, j'ai l'expertise sur la propriété industrielle en plus. Donc, on peut répondre à différentes questions. On réalise également les prédiagnostics propriété industrielle en lien avec donc l'INPI, Sonia qui intervient tout à l'heure. On peut donner quelques premiers conseils sur la protection à l'international avec ce type de réseau European IP Helpdesk. Il y a aussi un lien avec, il y a beaucoup de juristes aussi dans le réseau Entreprise Europe Network et vous pouvez aussi voir l'intérêt puisque si en phase d'exploitation commerciale, on arrive sur du contrat plutôt commercial qui doit intégrer des clauses de propriété industrielle, ça peut être intéressant aussi de croiser le regard de juristes européens et d'un cabinet de propriété industrielle qui vous suit ici en France. Nous avons aussi des services sur le développement durable, parce que nous avons intégré des personnes de REF3 donc pour aider les personnes sur ces démarches, et également sur le digital. On a des services dédiés, notamment chez HDFiD et le DIH. Autre service qui pourrait être intéressant donc par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est le Horizon Result Booster. C'est pas hyper connu. La prochaine deadline, la deadline c'est le 7 mai prochain, avec un rendu d'ici le 7 novembre prochain. C'est 3 types de services de consulting gratuits proposés par la Commission, spécifiquement pour justement les chercheurs et les entreprises qui sont dans des projets européens. Pour définir mieux en fait sa stratégie de diffusion et d'exploitation du portefeuille, l'identification justement de ce qu'on va mettre dans le portefeuille de résultats de projet, l'exécution du plan de diffusion en fait du portefeuille, l'amélioration de la stratégie d'exploitation et les services justement de soutien sur mesure. Ça va même jusqu'à l'aide de l'élaboration d'un business plan sur le sujet, dont la partie pays. C'est vraiment intéressant. Et une assistance, un coaching pour les activités de mise sur le marché. Donc ça peut être vraiment utile quand on n'est pas encore très aguerri ou qu'on n'a personne dans sa structure qui peut le faire. Il y a également cette plateforme Horizon Result qui correspond à cette obligation donc d'exploiter leurs résultats, notamment sur cette plateforme. C'est pas l'obligation de le faire forcément directement sur la plateforme, non. Mais si au bout d'un an, après la fin du projet, on n'a toujours pas exploité, il faut l'utiliser. Bon, de toute façon, je vous engage vraiment à l'utiliser, c'est leur outil, il faut vraiment l'intégrer, même dès la proposition, dire qu'on va utiliser en fait, ce type de plateforme. Ça permet en plus de bien communiquer aussi sur les résultats du projet, en plus des plateformes comme Cordis, qui sont juste des plateformes où on exprime un projet européen. Là, on va exprimer quels sont les résultats et qui on cherche comme partenaire en fait derrière. Donc un exemple, ça va être par exemple sur Tag It Smart. C'était un projet dont faisait partie Cap Digital en fait à l'époque. Donc il est fini. On met vraiment les résultats exploitables du projet et on indique clairement dans We Need donc à droite quand là on cherche des partenaires plutôt business, PME, entrepreneurs, etc. Que on est en cours on cherche des gens pour nous aider à développer justement cet aspect commercial en fait à l'issue du projet pour les objets connectés. Donc et des nouveaux clients. Donc là, c'est la première page, évidemment. Après, on peut rentrer dans chaque projet et qu'ils expliquent clairement les résultats exploitables, qu'il faut contacter. On a vraiment pas seulement le point de contact du coordinateur qui est pas toujours le bon point de contact. On a le contact de la personne qui va gérer l'exploitation des résultats du projet européen. Je laisse la parole donc à Sonia qui va me rejoindre sur scène pour présenter les services experts de l'INPI qui sont vraiment complètement complémentaires de tout ça pour les différentes personnes. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. C'est bon, on t'entend. Parfait. Merci beaucoup, Émilie, pour la présentation. Merci pour me donner la possibilité de présenter l'accompagnement de l'INPI.
donc l'Institut national de la propriété intellectuelle. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui sommes-nous? Nous sommes avant tout un organisme de service public. Nous avons historiquement eu comme mission de délivrer des titres de propriété intellectuelle, des marques, des brevets, des dessins modèles, mais nous avons également une mission d'accompagnement des entreprises, mais également des startups et des chercheurs sur tous les sujets qui concernent la propriété industrielle. Sur la délégation des Hauts-de-France, qui est située à Lille, il y a une équipe de 5 chargés d'affaires qui sont à votre disposition pour vous accompagner sur la propriété intellectuelle. Et pour cela, l'INPI a un accompagnement dédié à différentes typologies de structures, que ce soit des startups, que ce soit des académies comme vous, des PME, des ETI. Par exemple, tout à l'heure, Émilie a évoqué le pré-diagnostic pays. Là, on va plutôt s'adresser à un public de primo accédant à la propriété intellectuelle qui a besoin d'être sensibilisé à ces sujets-là. Mais on a aussi d'autres dispositifs comme le passe-pays qui permet de venir en aide financièrement pour soutenir des prestations liées à la propriété intellectuelle. Par exemple, suite à votre projet européen, il y a un dépôt de brevet qui doit être fait. Vous voulez évaluer la brevetabilité en amont ou vous voulez vous adresser à un conseiller en propriété intellectuelle pour rédiger cette demande de brevet. Si vous correspondez au statut de PME, vous pouvez bénéficier de ce passe-pays qui prend en charge 50% des frais liés à ces prestations de propriété intellectuelle. Là où ça va être intéressant par rapport à ce qu'Émilie a présenté, ce passe-pays intervient également pour tout ce qui est accord contractuel, donc mise en place d'un accord de consortium, mise en place d'un accord de copropriété. Vous faites appel à un expert pour mettre en place ces accords-là. L'INPI peut prendre en charge 50% de cette dépense-là. Autre prestation qui pourrait vous intéresser, c'est le programme Alliance Pays. Donc là, ça concerne tous les acteurs qui ont besoin d'être accompagnés jusqu'à la formalisation d'un accord. C'est une prestation d'accompagnement qu'offre l'INPI pour vous aider justement, pour aider plutôt les acteurs économiques, PME ou qui collaborent avec la recherche publique, mais qui ne sont pas armés pour cela, à mieux comprendre la recherche publique et à mieux, plus facilement négocier des accords de consortium. Dans le cadre de ce programme Alliance, les entreprises peuvent se faire soutenir par un médiateur, un facilitateur qui va faire aboutir cet accord de consortium. Je voudrais aussi vous parler de la masterclass pays. Là, on s'adresse à un public qui est beaucoup plus averti, qui veut monter en compétences en propriété intellectuelle, mais qui veut aussi bénéficier d'un coaching personnalisé. Donc, comment se déroule cette masterclass? C'est une masterclass qui est étalée sur 6 mois. C'est 6 jours étalés sur 6 mois, avec toute une phase qui se passe au sein de l'entreprise et pour travailler en profondeur sur des sujets spécifiques pour lesquels un diagnostic a été établi. Par exemple, ça peut être la question de formalisation du savoir-faire, ou ça peut être comment améliorer ma stratégie pays à l'international. Donc, en fonction de ce qui est diagnostiqué comme besoin le plus urgent en termes de propriété intellectuelle, il y a des coachs qui sont désignés pour faire monter l'entreprise en compétence sur ces sujets-là. La prochaine masterclass aura lieu au mois d'avril, au mois de mai, démarrera le 22-23 mai. Cette masterclass, elle est suivie par un parrain. En général, c'est un responsable propriété intellectuelle d'un grand groupe. La dernière édition, c'était le responsable propriété intellectuelle du groupe Le Safre. Et donc, ce parrain partage vraiment des bonnes pratiques avec l'ensemble des personnes qui s'inscrivent à la masterclass. Donc, démarrage en mai, clôture en décembre. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous, à l'INPI. Je laisse les coordonnées de la délégation
Vous pouvez aussi retrouver toutes nos coordonnées sur le site Hauts-de-France de l'INPI. Et encore merci, Émilie, de m'avoir donné la possibilité de présenter l'accompagnement. Nous sommes également situés boulevard Carnot. N'hésitez pas à venir également à notre rencontre. Merci. Merci Sonia, parce que justement, on a vraiment un public expert là aujourd'hui, vu les questions. Donc voilà, je pense que ça peut être très Ok, intéressant. je vais quitter la. Non, non, tu peux rester parce qu'en fait, on va répondre peut-être aux dernières questions qu'il y aura. Tu peux revenir après. Donc là, je voulais juste vous reparler de deux webinaires qui sont aussi en lien avec le sujet d'aujourd'hui, que donc Louise Vigneault va animer, donc les financements européens de R&D et d'innovation pour les entreprises, le 18 mars. J'aurai également l'occasion d'en refaire un autre webinaire plutôt sur trouver des partenaires européens pour les projets innovants, le 10 juin prochain. Et on a également dans notre équipe Adélie qui organise pas mal de webinaires avec GAC Group. Le premier est passé, mais le replay est déjà disponible. C'est pour mettre en place une veille efficace. Vous avez vraiment tout un parcours pour construire un peu un projet innovant entre donc mettre en place une veille, structurer un état de l'art. Donc ça, c'est très intéressant. C'est vraiment intéressant également pour les projets européens, parce qu'on voyait c'était une partie en fait des choses requises en fait pour le sujet d'aujourd'hui. Définir application et marché, donc ça aussi ça peut tout à fait vous aider dans le plan de diffusion et des résultats et de l'exploitation commerciale, et façonner votre business plan. Donc là c'est 4 webinaires qui sont gratuits et qui pourraient être en lien avec vos préoccupations du moment. Voilà, donc ça c'est nos coordonnées. Donc là on va peut-être pouvoir continuer un petit peu les différentes questions. Il est 12h06, donc on avait jusqu'à 12h30, donc on peut tout à fait être à votre disposition avec Sonia si vous avez d'éventuelles questions. Donc effectivement, vous ne pouvez pas prendre la parole avec cet outil en tant que participant, mais on peut répondre en live sur les questions de l'onglet questions. Donc j'ai essayé de faire préciser la question par Hélène Bailly là, de comment se gèrent les relations en droit de la propriété intellectuelle avec les USA et le Canada, la dernière qui a été posée. Donc ça, effectivement, si c'est en général, il y a peut-être des choses à voir avec Sonia, notamment l'INPI. En général, comment on Oui, gère un petit peu les relations oui. qu'on peut avoir avec des partenaires internationaux. Est-ce que c'est dans le cadre de projets Horizon Europe ou pas? Alors, ils sont pas Mm, tous dans des projets Horizon Europe parce que ils sont pas tous éligibles, hein, les mm, personnes des US et du Canada, mais des fois ils sont partenaires de projets européens, hein, tout à fait. mm, Donc ça dépend de ce qui est prévu généralement dans le call auquel on répond. Alors, c'est dans le mm, cadre d'un mm, projet Horizon Europe, d'accord. Ça se gère comme avec les autres participants. Après, c'est effectivement, s'il y a des mm, partenaires US et ou Canada, en fait, dans le projet Horizon Europe, mm, il y aura les mêmes droits. Enfin, voilà, faudra peut-être avoir prévu effectivement les extensions mm, sur ces pays-là, mais il n'y a pas de spécificité parce qu'ils sont des US ou du Canada. mm. Si je peux me permettre, je pense qu'ils peuvent intervenir en tant que partenaires non financés, en tant que partenaires Certains, hors Union certains européenne. sont, Et, non, certains sont financés quand c'est décrit dans le call. C'est-à-dire que des fois, en fait, c'est d'accord. spécifié que là, on a besoin des Américains. Donc, bah, dans ce cas-là, ils sont financés et ils sont Oui, propriétaires, oui, oui, évidemment, des oui. résultats qu'ils génèrent. L'essentiel des projets Horizon Europe, Ok. effectivement, Hélène a posé un peu Mm, une spécificité. Normalement, c'est pas pour financer tous les Américains et les Canadiens. Horizon Europe, c'est quand même d'abord oui, pour oui, les oui, Européens, oui. pour Mm, que justement, mm, on se renforce en termes de R&D par rapport à eux. Donc, il y a pas de, voilà, c'est mm, vraiment au cas par cas mm. par Euh, rapport au. mm. Oui, alors ce Je que je vais mettre dans le chat, c'est peux avoir des infos aussi sur les une. autres. Attends, elle a précisé Je ne sais pas si tu me. car vous Je pouvez sais pas avoir si des vous m'entendez, informations sur Émilie. les autres zones du monde. Oui, on t'entend, Sonia. On t'entend. Oui, je voulais juste te dire que au niveau de l'INPI, on a aussi des conseillers internationaux. Donc, il y a une conseillère en propriété intellectuelle qui couvre spécifiquement le Canada, les US et le Mexique. Et donc, je vais vous partager dans le chat une fiche pays. Donc, c'est une fiche spécifiquement pour les États-Unis qui précise quelles sont les spécificités en termes de propriété intellectuelle aux États-Unis. Il y a également un conseil en propriété intellectuelle américain
qui a récemment euh, donné quelques pistes sur droit de la propriété intellectuelle, Europe versus droit de la propriété intellectuelle US. Quelles sont les grandes différences? Donc, je vais les partager avec vous dans le chat. Merci beaucoup Sonia, parce qu'effectivement le EU IPL Desk n'a pas de. Quand j'ai cité un petit peu les autres pays, ils ont personne eux du côté américain, Amérique et Canada. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou sinon vous pouvez aussi répondre au questionnaire de satisfaction. Ça serait sympathique pour nous. Comme ça, on saura qui on doit recontacter si vous avez des problématiques également individuelles. N'hésitez pas à mettre en partie. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je ne vois pas d'autres dans les. Vraiment que ça soit dans le chat. Non, dans le chat. Bon, bah écoutez, si pas d'autres questions, de toute façon, on reste à votre disposition sur ces sujets-là. C'est vrai que des fois, on n'a pas la question immédiatement, c'est au moment où on est en train de monter le projet ou qu'on vous soumet en fait ce type d'accord que vous aurez plus de questions. Donc, j'ai vu aussi que Sonia, tu avais partagé un exemple de Memorandum of Understanding. Donc, merci beaucoup. Je l'avais pas intégré dans ma présentation. C'était un petit peu annexe, mais effectivement, merci d'avoir partagé. Donc, je regarde sur encore une question plus générale sur l'API. Alors, Gaëtan. Donc là, il y a aussi Louise a partagé aussi le lien en call to action. En fait, vous arriverez directement sur la page avec tous les documents concernant l'Europe. Dernière question, donc Monsieur Schlosser, j'ai une question plus générale. Par où commencer pour créer les bases d'une politique en matière de pays? Avez-vous des outils ou liens? Donc effectivement, pour démarrer, vraiment découvrir par rapport à vous, votre organisation, votre entreprise ou votre centre, en quoi ça vous concernerait la propriété intellectuelle? C'est vraiment dans les services de l'INPI, c'est vraiment le pré-diagnostic qui fait ça en fait. C'est gratuit. Donc Sonia l'a présenté tout à l'heure. Ça permet vraiment d'avoir une vue globale sur mes problématiques, mes produits, en quoi ça me concerne. Enfin, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour moi à regarder par rapport à la propriété. Vraiment le bon démarrage très général sur l'API, je trouve que c'est le pré-diag. Et là, j'ai exprimé beaucoup plus effectivement le côté déjà d'être confronté à une collaboration européenne de R&D. Mais pour répondre à votre question, ce serait vraiment le pré-diagnostic de l'INPI. Bon, je pense que je réponds à tout. C'est encore quelques. Je pense que les gens disaient plutôt au revoir. Il va falloir couper. Je pense qu'on peut arrêter. Ah, peut-être encore une question. Encore une question, ça sert. INPI se charge uniquement des organismes français ou peut-il également répondre aux questions d'un organisme international ou intergouvernemental? Sonia, je pense que oui, pour les questions, non? Ah non, on t'entend plus là, du coup, tu as coupé ton micro. Pardon, je disais toute structure qui se trouve en France, qu'elle soit étrangère ou pas, l'INPI répond. Donc, après, le découpage se fait par délégation. Donc, si c'est une entreprise qui se trouve dans la région lyonnaise, on va la renvoyer vers la délégation lyonnaise. Si c'est une entreprise qui se trouve à Lille ou à Amiens, elle peut s'adresser à la délégation Hauts-de-France. Y compris les entreprises qui se trouvent à l'étranger, via les conseils internationaux, une entreprise qui se retrouve au Brésil, une entreprise française, inversement, peut bénéficier de l'accompagnement de l'INPI au travers du conseiller qui se trouve au Brésil. Donc voilà. Bon, bien, je vous remercie. Merci à tous. Bonne journée. Et donc, vous aurez le replay directement à l'issue de cette session. Merci beaucoup. Merci.